Aujourd'hui, depuis que je suis sur ce sujet-là, j'ai vu une composante cybernétique à tous les conflits. La particularité du monde numérique, c'est que c'est gris. Donc, c'est c'est un domaine qui est parfaitement adapté à tout ce qui est ingérence, tout ce qui est opération avant la déclaration de guerre. Je pense qu'il faut arrêter cette période de naïveté, il faut arrêter. On a eu le Covid, on a vu notre dépendance, la souveraineté est à toutes les pages de partout, on a même un ministère de la souveraineté, et on le voit qu'on a un ensemble de dépendances qui est extrêmement gênante. La cyberdéfense, on ne l'a pas créée qu'avec des militaires en uniforme, on l'a créée aussi avec beaucoup de civils. Que vous soyez civil ou militaire, quand vous êtes réservé dans la cyberdéfense, vous êtes un combattant, Pour moi, c'est une rupture du contrat social entre le citoyen et quand on donne nos données à l'État français, c'est pas pour qu'elle le mette sous le cadre juridique d'un État tiers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Le Cercle, émission débat de la chaîne Risque-Intel Média. Émission dans laquelle on débat géopolitique, intelligence économique, cybersécurité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'amiral Arnaud Coustillère dans notre émission. Amiral, bonjour. Bonjour Jérémy, moi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui puis de répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, Amiral, on est ravis de vous recevoir. Amiral, vous êtes très connu dans le milieu de la cyberdéfense. On reviendra sur votre parcours puisqu'on vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Soldats de la cyberguerre, un livre passionnant qu'on a vraiment beaucoup aimé à la rédaction. Et l'idée de cette interview va être de revenir sur votre parcours, puisqu'on le rappelle, vous avez été au service de la France, dans l'armée, pendant 40 ans, avant de devenir aujourd'hui président du pôle d'excellence cyber. Vous reviendrez sur ce qu'est le pôle d'excellence cyber, on aura l'occasion de revenir dessus. Et l'idée de cette interview, c'est de faire le portrait d'un soldat de la cyberguerre, d'un homme au service de la France, mais surtout de comprendre la guerre de l'ombre que l'on mène à notre pays, que l'on mène à nos citoyens, une guerre bien réelle, avec parfois des morts à la clé, mais qu'on ignore trop souvent, et qui pourtant est l'un des focus les plus importants de l'armée française. Et pour introduire cette interview, Amiral, j'aimerais vous poser une question peut-être un peu intime. Amiral, à quel âge avez-vous su que vous étiez capable de mourir pour votre pays ? C'est difficile à dire, parce que moi je suis issu, comme je l'ai raconté, d'une très longue lignée du milieu militaire. Donc cette notion de service de la France, cette notion d'engagement était, je veux dire, quasiment dans mon éducation, dans mon ADN. Vous prenez ma branche familiale, aussi bien du côté maternel, côté paternel, de mon épouse aussi, il y a quasiment que des militaires. Donc parler de la guerre d'Indochine, des engagements. Moi, mon père est parti pendant plus de quasiment 2 séjours de 18 mois, 2 séjours de 9 mois en Indochine, dans les rizières, avec la Légion étrangère. Donc cette notion, pour moi, je veux dire, j'ai été éduqué dans cette notion de service, d'être au service de la France, dans des engagements militaires, oui. Moi, j'étais un marin militaire, oui, parce que j'étais attiré par la mer, mais c'est une vocation que j'ai eue très tôt. Mes parents me disaient que dès l'âge de 6 ans, je voulais être marin. Ouais, ça vous est venu très tôt. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment très ancré dans votre famille ? Parce que je me permets de le souligner, c'est dans votre livre, parce que vous provenez d'une lignée, en effet, de certains de héros, en tout cas de personnes qui ont été au service de la France sous plein de formes différentes, notamment dans l'armée. En revanche, vos enfants n'ont pas fait le même choix que vous. Donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une forme de singularité dans le choix personnel d'une telle carrière ?
Non, je crois que ça ne fait que traduire pas la rupture, mais l'éloignement entre les citoyens et le métier militaire. Je pense que, encore il y a quelques années, quelques décennies, les forces armées représentaient, je crois, 1 million d'hommes. Quand je suis rentré, moi, dans la marine, c'était 75 000 hommes. Aujourd'hui, la marine, c'est à peu près 35 à 40 000, civils inclus. L'armée de terre tient dans un stade de foot, c'est 120 000 combattants, donc ce n'est plus du tout le même volume de recrutement. Il n'y a pas de désaffection de la France vis-à-vis de son armée, tous les sondages le montrent, au contraire, on est une institution qui est stable, qui porte énormément de valeur, et on l'a bien vu au moment des attentats, beaucoup de gens se sont dit, on vient au service de la France à travers les réservistes, à travers des vocations. Donc mais ça traduit plutôt l'évolution sociologique de la société, où il y a de moins en moins de militaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans les forces de sécurité, je crois qu'on en a de l'ordre de 500 000 au ministère de l'Intérieur. Vous avez un peu moins de 200, vous avez de l'ordre de 230 000, voire 200 000 militaires en uniforme. Et encore, quand je dis militaire en uniforme, vous avez tous les corps de soutien. Voilà, donc le militaire combattant est devenu, donc une lignée dont je suis un héritier, est devenu quelque chose de beaucoup moins volumineux en termes de nombre. Par contre, la valeur des engagements reste la même. C'est les valeurs d'engagement au sein de l'État. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que mes enfants, du moins un certain nombre d'entre eux, sont pas mal, pour mes deux garçons, sont dans la cyber, qu'on appelle aujourd'hui la cyberoffensive, dans le pentest, dans ce genre d'activité très pointue de la cyberdéfense. Donc ils ont quand même choisi une spécialité qui est une spécialité très opérationnelle. Oui, donc finalement très en lien avec ce que vous avez fait vous-même. Et justement, moi j'aimerais revenir sur votre parcours, puisque vous intégrez donc l'école navale au début des années 80. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours? Qu'est-ce que l'école navale et quelles sont ces écoles d'officiers d'où sortent bien tous les officiers qui vont peupler les états-majors? Disons, ce qui est pas très connu, c'est que les armées comportent énormément de contractuels. De gens qui sont contractuels, donc qui ont un contrat de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc temporaire. Temporaire, ça c'est la majorité des recrutements. D'accord. Et par contre, dans les écoles d'officiers, qui sont des écoles que l'on passe après les années de classe préparatoire, maths sup, ou alors des études plus littéraires, plutôt géopolitiques, vous rentrez dans des écoles, la marine c'est sur recrutement maths sup, maths spé, bon ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais c'est l'équivalent, et l'armée de l'air aussi. Et un tiers des promotions de Saint-Cyr, c'est des recrutements de type ingénieur, des écoles qui sont communes avec les ENSI, Centrale, Polytechnique et ainsi de suite. Donc vous rentrez dans une double formation, 3 ans pour avoir un niveau ingénieur, donc Bac plus 5, scientifique, comme l'école d'ingénieur, et en parallèle, on vous forme à ce qu'est l'arme aéronautique pour les aviateurs, le combat pour l'armée de terre, et à être marin et marin militaire pour les marins, puisque pour être marin, il faut commencer par être marin, aller savoir sur l'eau, s'y déplacer en sécurité, et puis ensuite être capable de mener des opérations, de combattre et de porter assistance aux autres. Voilà, donc c'est des formations assez complètes et nous sommes ingénieurs. Donc moi je suis ingénieur et après effectivement j'ai fait ensuite l'équivalent d'un master dans le domaine des télécommunications à partir du moment où j'ai dû me spécialiser. Donc on a un double cursus à la fois opérationnel. Moi je viens du cœur des opérations de la marine. J'ai passé une quinzaine d'années embarqué, donc quand vous êtes sur un bateau opérationnel, si vous êtes 50% de votre temps hors de chez vous. Donc 15 années embarquées, ça fait à peu près 8 ans d'absence de chez moi. Voilà, mais c'était assumé, c'était une vie assez trépidante, assez passionnante. Vous êtes connecté à la géopolitique, vous êtes connecté à des opérations, au monde réel, au monde de tension. Et de l'autre côté, effectivement, quand j'ai moins navigué, je me suis davantage spécialisé et dans ma dominante, télécom, traitement de l'information, renseignement, et puis cyberdéfense. Ouais. Quel est le lien entre la marine et les télécommunications? Est-ce que c'est un lien naturel? Oui, depuis toujours, je veux dire, depuis toujours, dès que les marines ont été organisées, à l'intérieur des escadres, vous pouvez remonter à l'époque de Richelieu, il y a toujours eu un besoin de communiquer,
à la fois de communiquer, surtout entre navires, de manœuvrer par des pavillons. C'est pour ça que vous avez des codes, vous avez des pavillons sur les navires qui permettent de passer des ordres pour se mettre d'accord sur la manœuvre. Donc, je veux dire, la guerre sur mer est consubstantielle d'une forme de communication, d'abord au sein des navires qui étaient en mer, puis de plus en plus, avec les progrès du télégraphe et un certain nombre d'autres choses, l'arrivée des télécommunications. Et puis, à mon époque, ma génération, télécommunications par satellite, et ça a été l'un de mes premiers postes où j'étais responsable de l'exploitation du réseau télécommun qui était dual entre les armées et France Télécom à l'époque. Voilà, donc il y a un lien qui est quand même assez consubstantiel entre ces expertises. Non, mais vous ne pouvez pas faire d'opération militaire si vous n'êtes pas capable de communiquer entre combattants du même lieu. C'est vrai pour l'aviation, c'est vrai pour l'armée de terre. Donc la maîtrise de l'information, la maîtrise des flux d'informations et en contrepartie, neutraliser celle de votre adversaire, fait partie des champs de combat. Et vous avez été déployé très jeune, notamment lors de la première guerre du Golfe. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est perçu, et dans d'autres conflits, vous pourrez y revenir si vous le souhaitez, mais comment est perçue la marine française par ses adversaires comme par ses alliés? La réponse est un peu compliquée si on se place du côté des adversaires. Non, la marine française, comme toutes les forces armées françaises, a une réputation de force extrêmement professionnelle, de gens particulièrement bien formés. Et ce qui est vrai c'est vrai d'ailleurs des trois armées. C'est une marine qui est malheureusement pas assez importante en termes de nombre, parce que pour occuper pour occuper la mer, pour occuper une zone, il faut du volume, donc il faut des navires. Donc on peut regretter. La France a le deuxième espace maritime. Oui, la France a la deuxième zone économique exclusive, c'est-à-dire que c'est des zones d'espace maritime sur lesquelles la souveraineté est partagée avec d'autres acteurs, mais la responsabilité de l'exploitation des ressources halieutiques et d'un certain nombre de choses, le forage et ainsi de suite, revient à la nation qui est propriétaire. Donc c'est une source de richesse assez extraordinaire. La particularité de l'armée française, de la marine française, qui en fait une espèce de petite US Navy miniature, vous avez un rapport de 10 à 15 entre les deux marines, c'est qu'elle a des porte-avions, et des vrais porte-avions qui embarquent des chasseurs et des chasseurs Rafale, qui vous permettent d'être en face d'une zone d'opération, voire à quelques milliers de kilomètres, et de projeter vos avions, projeter votre puissance. Typiquement, à partir à partir de la Méditerranée orientale ou du nord de la mer Rouge, vous êtes capable de mener des opérations de chasseurs équipés de missiles, ainsi de suite, sur l'Afghanistan. C'était le quotidien du porte-avions. Vous êtes capable de vous déployer, de rester très très longtemps. Le Clemenceau, en 87, a déployé plus de 13 mois. C'est quand même, il faut se dire chose, c'est que les gens sont partis de Toulon, et certains d'entre eux, je veux dire comme des relèves, sont revenus 13 mois derrière. Voilà. Ça fait 13 mois en mer. 13 mois en opération, dans une boîte en métal. Voilà. Après, l'autre particularité de la marine française, c'est qu'elle a des sous-marins dits à propulsion, des sous-marins à propulsion nucléaire, autonomie de déplacement, et donc un pour la force de dissuasion nucléaire, et deux pour des opérations plus classiques. Ce qui est très intéressant dans ces deux composantes, avions et sous-marins, c'est qu'à partir du moment où vous avez ces attributs de puissance, les autres partenaires d'une coalition sont obligés de tenir compte de vous pour la sécurité de leurs propres moyens. Donc, quand vous mettez des sous-marins dans une même zone, vous êtes obligé de vous coordonner. Donc, c'est un élément pour peser sur les affaires. Pareil pour les avions. Quand vous mettez un porte-avions français à côté de porte-avions de l'OTAN, on est obligé de tenir compte de vous. Donc, c'est une façon de rentrer dans une coalition, même si on n'est pas très nombreux, et de peser politiquement au sein d'une coalition. Après, la marine, elle a des forces spéciales. Voilà, il y a une diversité de métiers qui sont assez extraordinaires. Et est-ce que vous partagez cette observation, selon certains, que l'armée française serait échantillonnaire? J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire qu'elle est capable d'intervenir sur tous les plans, mais sans avoir le volume du grand frère américain. D'abord, on n'a pas la taille du grand frère américain.
Comme toutes les marines, toutes les armées occidentales, les armées ont été drastiquement, budgétairement, extrêmement réduites Mmh. entre les années, depuis la fin des années 90. Et en France, la période 2007-2014 a été particulièrement dure à vivre, parce que vous avez réduit. Et ce qui est particulièrement gênant, c'est que l'outil militaire est un outil très technologique qui est très long à faire redémarrer. Donc, quand vous regardez l'histoire des armées françaises, récemment, toute une période où on a déflationné en nombre d'individus, recrutés, ça demande du temps, où on a cassé des tas d'unités, on a fermé des bateaux, on a fermé des régiments, on a fermé des bases aériennes. Donc, on est arrivé à une armée un peu peau de chagrin. Et puis, 2014, nos politiques se sont aperçus que le monde était dangereux. Et puis, à partir de 2014, il a fallu remonter les budgets. D'abord, à partir de 2014, on s'est trouvé une armée d'emploi très engagée contre le terrorisme, aussi bien en Syrie, en Afghanistan. Afghanistan, c'était un peu avant, mais surtout au Mali. Et du coup, on a consommé des bombes, on a consommé des équipements, on a utilisé fortement nos hélicoptères et ainsi nos avions et nos bateaux. Donc tout ça, ça fait qu'on a privilégié les coûts immédiats, on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Et du coup, la reconstruction de l'outil industriel qui est derrière pour refabriquer en grand nombre des munitions, ainsi de suite, on y est confronté aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'on s'en aperçoit aujourd'hui, je veux dire qu'on en est confronté aujourd'hui. D'où l'augmentation de nouveau des lois de programmation militaire pour redonner aux armées des moyens de faire face à une menace qui, elle, a beaucoup plus accéléré que la capacité de renforcement. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un monde qui est particulièrement dangereux, partout, que nos hommes politiques européens en ont pris conscience. Est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? On commence à le faire, mais la reconstruction d'un outil militaire capable de faire du combat de haute intensité, et le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt, s'est largement exprimé à chaque fois qu'il intervient, avec probablement des armements plus rustiques que de la très très haute technologie qui coûte très cher dans le maintien, donc on en a peu, et quelque chose qui sont posés sur la table. Et la loi de programmation militaire qui vient d'être votée est un élément de bel espoir quand même. Mais c'est le temps qui va nous imposer. Et comment la situation va se dégrader, aussi bien en Europe qu'en Afrique ou ailleurs. Voilà. Oui, donc oui, avec cette loi de programmation qui a des objectifs très ambitieux, mais je lisais dans l'opinion qu'a priori, on augmenterait les budgets sans augmenter les effectifs. Est-ce que c'est vrai ou... Je n'ai pas regardé le tas, les effectifs continuent à augmenter. Mais oui, je veux dire, ça ne sert à rien d'augmenter des effectifs si à côté, vous n'êtes pas capable d'avoir des munitions et d'avoir des gens pour les employer. Je pense, si vous voulez, moi j'ai quand même quitté ce domaine-là depuis un petit moment, donc j'évite de m'exprimer à la place de mes camarades en activité qui ont toutes les clés. Voilà, donc... Voilà, laissons aux journalistes faire leurs commentaires. Moi, je n'aurais pas m'exprimer sur ce point-là. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Vous disiez, le monde est devenu dangereux. Il est devenu dangereux, on le sait, notamment avec l'invasion de l'Ukraine, mais il y a des conflits, je dirais, un peu partout. Je pense que le public, les auditeurs ont conscience de ces guerres à haute intensité, où on voit des explosions, des missiles. Mais moi, j'aimerais parler avec vous de cyberguerre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans le cyberespace? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est pas juste un truc de geek, quelque chose de virtuel, sans importance, comme certains ont pu le penser à une certaine époque? Non, c'est quelque chose de grave. Mais d'un autre côté, je ne voudrais pas qu'on soit trop pessimiste. On a un nouvel espace qui s'est déployé, dans lequel toutes nos activités numériques rentrent très très profondément dans nos usages, dans notre vie. Donc c'est un espace qui est effectivement utilisé par les forces militaires, mais qui, de l'autre côté, est utilisé par tous les citoyens, par tous les enfants. Donc qui est quand même un espace qui apporte beaucoup de choses bénéfiques, de valeurs dans l'entreprise, de création, de création artistique, de relations, voilà. Et effectivement,
rapidement. Comme c'est un espace qui est très peu régulé, tous les nocifs de tout genre s'y déploient extrêmement rapidement. Et ce que l'on voit aujourd'hui, qui défraie la chronique principalement dans les journaux, c'est de la cybercriminalité organisée et de façon assez technologiquement avancée, et qui va s'intéresser principalement à aller piquer les données des individus. Parce que vos données ont une forte valeur, y compris les données de santé. Je pense que c'est celles qui ont la plus grande valeur. Les données de santé, c'est quelque chose qui permet de développer des médicaments, c'est quelque chose qui permet de garder une sorte de souveraineté ou d'empêcher les autres d'avoir une sorte de souveraineté sur les médicaments. C'est quelque chose d'important, et tous les débats qui ont lieu aujourd'hui en France entre d'un côté l'hébergement chez Microsoft du Earth Data Hub, alors qu'on sait très bien qu'on est en guerre économique avec nos amis américains. Voilà, donc ça c'est un pan. À côté, quand on revient, et c'est pour ça que le titre de mon livre est Soldats de la cyberguerre, c'est que je replante un décor, parce que la cyberdéfense, la cybersécurité, il n'y a pas que les armées en France, il y a des tas d'acteurs. Donc là, moi, ce dont je parle, c'est la cyberdéfense telle qu'elle a été déployée et décidée au sein du ministère des Armées, puis la nouvelle composante créée au sein des armées, soldats. Donc un soldat, c'est un militaire en uniforme. Cyberguerre, ça donne bien le cadre, puisque la guerre, c'est un cadre juridique bien précis. Un des pionniers, oui, parce qu'on ne l'a pas créé toute seule. Vous avez de la cyberdéfense dans nos services de renseignement, et vous avez aussi une cyberdéfense pilotée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dont la vocation est de défendre l'État français, de défendre les industries françaises face aux attaques extérieures de l'ordre technique. Et puis derrière, tout ça, ça se découle dans des organisations. L'ANSSI a des relais dans les régions. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a des relais dans les régions. Elle a des organismes qui l'appuient, comme quelque chose qui s'appelle ACIMA, qui est plus en relation avec le citoyen. Et puis derrière, vous avez aujourd'hui quand même une mobilisation très forte de la gendarmerie et de la police au sein du ministère de l'Intérieur. Donc vous avez tout un continuum d'activités qu'il faut arriver à réguler entre ce qui relève de la cybercriminalité, donc du ministère de l'Intérieur, ce qui relève des ingérences, donc d'un certains services spécialisés qui sont faits pour ça, qui sont notamment la DGSI, et ce qui relève des opérations militaires défensives, offensives et contre-propagande, qui relèvent du ministère des Armées. Et de mon expérience, puisque j'ai commencé à être, d'ailleurs, ce que raconte le livre, à être impliqué dans ce sujet dès les années 2000, comme observateur où je représentais la marine dans ces premiers groupes de travail, j'ai vu un certain nombre de choses, et quand je suis revenu et que j'ai eu la chance en 2008 que l'on me confie ce sujet du livre blanc, voilà, c'est un petit peu tout ce que je raconte. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus, que vous nous rappeliez un petit peu, parce que vous avez évoqué la question du cyberespace, oui. Cet espace numérique où aujourd'hui on passe une grande partie de nos journées et où passent tous les services, toutes les communications. Pour rappel, pour replanter un peu le décor sur votre parcours, parce que vous avez fait énormément de choses dans votre vie, mais en 2008, vous êtes nommé responsable du projet cyber du ministère de la Défense. J'aimerais que vous nous expliquiez, est-ce que cette prise de conscience de l'enjeu cyber est venue tardivement ou elle est venue assez tôt au sein des armées, et surtout comment est-ce que cette thématique a été reçue, parce que c'était un nouveau champ d'action quelque part. Aujourd'hui, qui est très 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 clairement, l'espace numérique est un champ de bataille et de confrontation, exactement comme l'espace maritime, l'espace terrestre, l'espace aéroterrestre et spatial. Voilà. Quand vous prenez l'informatique à ses débuts, la sécurité informatique, dit SSI, a toujours été consubstantielle du développement informatique. Donc, cette espèce de chaîne a toujours existé, mais le grand changement, c'est l'intrusion, l'arrivée de l'expansion de l'Internet, qui permet, par des normes techniques, de permettre à tout le monde de parler à tout le monde. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça a interconnecté tout le monde et il y a les mêmes technologies. Et l'Internet a explosé dans le monde entre les années 90 et 95. Moi, j'ai eu la chance, donc dans les doctrines militaires de réflexion, de concepts, dès ces années-là, on était alimenté par les réflexions de l'OTAN, on était alimenté par les réflexions américaines. Donc la maîtrise de l'information, c'est des concepts qui ont commencé à être travaillés à cette époque-là.
Les premiers travaux vraiment sérieux au ministère des Armées ont eu lieu dans les années 2000, et c'est ces travaux-là dans lesquels j'ai eu la chance de participer en tant que représentant de la Marine. Et finalement, sur le volet défensif, ça a conduit à la création du premier centre d'expertise qui s'appelle le CALIT, Centre d'analyse en lutte informatique défensive du ministère des Armées, donc pour défendre le système d'information du ministère des Armées, petite dizaine de personnes, qui n'a pas beaucoup bougé en termes de taille qu'en 2010, et en parallèle, on a commencé à réfléchir sur l'action offensive. L'action offensive, et c'est très bien rappelé par M. Le Drian dans son introduction, c'est rentrer à l'intérieur de systèmes adverses, conformément en respectant le droit des confirmés, c'est-à-dire vous avez le droit de rentrer dans le système de commandement, vous avez le droit de rentrer dans des choses qui participent directement au conflit. Par contre, vous ne rentrez pas dans un hôpital. Donc ça, on le retrouve dans le droit des confirmés, on le retrouve dans le droit international humanitaire. Donc vous rentrez à l'intérieur d'un système pour produire des effets qui seraient à peu près identiques à une bombe, ou alors extraire de l'information pour du renseignement. Voilà, donc c'est ça. Et là, dans ces années 2000, la maturité des équipes militaires n'était pas à bon niveau, pas suffisamment développée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des experts techniques. Ce qui est intéressant, c'est d'intégrer ça dans la chaîne de commandement militaire pour produire l'effet dont vous avez besoin au moment opportun, dans la manœuvre tactique. Et ça, c'est quand même relativement compliqué. Ce qui est intéressant, il y a juste parce qu'il y a des armes qui peuvent vous paraître simples, mais il y a eu une opération très intéressante dans les années 2010, qui pour moi est une sorte de missile de croisière cyber, c'est l'opération Stuxnet, qui est d'ailleurs remarquablement documenté par un livre qui s'appelle « Les opérations secrètes de Obama ». Et Stuxnet, ça prend cadre dans le programme nucléaire iranien que les Occidentaux voulaient absolument freiner. Donc une opération a été conçue pour arriver à leurrer les centrifugeuses de ce programme iranien, pour les faire tourner extrêmement vite, donc elles vont diverger, donc au bout d'un moment, elles vont passer en avarie, tout en leurrant totalement tous les systèmes de supervision et de contrôle pour que les opérateurs aient l'impression que leur système fonctionne correctement. Ce qui est très intéressant, c'est que... Les centrifugeuses qui permettaient l'enrichissement de l'uranium. Oui, qui permettaient l'enregistrement de l'uranium, mais qui sont là placés dans le cœur du sanctuaire iranien, donc avec aucune connexion à des réseaux Internet ou autre chose. Et donc plusieurs types de réseaux. Donc on a réussi à pirater... Oui, mais c'est pour ça que là on est sur une opération... Des équipements qui n'étaient pas connectés à Internet. Totalement. Et là on est sur une opération dite stratégique, du niveau de complexité d'un État. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable d'avoir le bon renseignement pour connaître exactement quel type d'automatisme, quelle version de l'automatisme est au cœur du programme. Ensuite, créer un logiciel qui est capable de leurrer ce programme. Ce logiciel, visiblement, il a été décortiqué, il devait coûter dans les 2 millions d'euros. Par contre, l'ensemble de l'opération, qui est comment je fais pour arriver avec des complicités humaines, arriver à tel endroit, comment je fais pour avoir vérifié que ça marche, tout ça, ça aurait coûté dans les 300 millions de dollars. C'est ce qui est raconté dans le livre sur Obama. Donc ça montre bien qu'une opération, une attaque informatique est une vraie opération, dont les effets doivent être contrôlés. Ça montre aussi dans Stuxnet que le virus, une fois qu'il a été repéré, qu'il a été vu par des sociétés de services, il a été décortiqué, il est devenu le bien commun des hackers. Donc ça montre que cet espace, le bien commun de hackers, des hackers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel groupe de hackers au monde peut reprendre des morceaux de programme et les réintégrer dans un de ses armements. Donc c'est un milieu qui est marqué très très fortement par la prolifération, qui sont aussi un appel à la responsabilité des grandes nations qui utilisent ce genre d'armement pour éviter de mettre à disposition de groupes de no-face certains outils. Quand vous reprenez les révélations Snowden, vous apercevez que certains morceaux de programme de la NSA qui ont été un peu divulgués sont ensuite, vous les retrouvez dans différentes autres attaques. Donc c'est un milieu dans lequel les frontières sont un petit peu floutées. Elles continuent à exister quand même, mais elles sont floutées et elles peuvent être dépassées. Alors, à vous entendre, j'ai envie de faire le parallèle, dites-moi si je me trompe, entre
les fuites notamment d'armement, de Kalachnikov qu'on a pu avoir quand l'URSS est tombée et qui sont tombées aux mains de réseaux mafieux. Donc là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, amiral, c'est que certaines armes cyber développées très probablement par des États peuvent ensuite tomber entre de mauvaises mains et être utilisées par des cybercriminels classiques en fait. Oui, tout à fait. Et vous avez une initiative très récente lancée par la France et par les Britanniques, qui s'appelle Pall-Mall, et qui est un appel international à la responsabilité de l'ensemble des acteurs pour éviter d'aller vers trop de prolifération dans l'utilisation des armements. Oui, oui, oui. C'est pour ça que cette arme informatique offensive est une arme qui est complexe à utiliser, à concevoir, à partir du moment où vous avez une certaine responsabilité et que vous voulez avoir un effet militaire et pas avoir lâché dans la nature des choses qui peuvent se retourner contre vous ou qui peuvent se retourner contre la société civile. Un peu comme un virus modifié classique, j'ai un peu envie de vous dire, et qu'on relâcherait dans l'atmosphère. Oui, c'est bien pour ça que le mot informatique, utiliser le mot virus pour tout ce qui touche la cybercriminalité, tout ce qui touche à la partie cyber plus stratégique, est très bien, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui peut vous échapper et qui peut proliférer. Et en même temps, vous avez été... Parce qu'on parle de cyberdéfense, on oublie que derrière cyberdéfense, il peut y avoir des postures offensives de la part des services français ou de l'armée française. Justement, vous avez été l'un des architectes de la stratégie de cyberdéfense offensive en France. Donc, comment avez-vous vu votre rôle? Quelle était l'idée de créer une cyberarmée capable de faire tomber, je ne sais pas, l'électricité dans un pays ou autre? Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Oui, il y a beaucoup de fantasmes. Mais il y a beaucoup de fantasmes et les gens, bien souvent, ne lisent pas les livres blancs et extrapolent. Aujourd'hui, après 2000, en 2000, on a réfléchi. La maturité n'était pas là. Donc, la volée défensive du ministère des Armées a été lancée, le volet offensif a été arrêté. Donc, il n'y a plus de réflexion, plus rien. Les expérimentations ont été stoppées. Et il faut attendre le livre blanc qui est sorti en 2008 pour qu'une phrase qui est très claire, dans ce livre blanc, le chef d'état-major des armées déploiera une capacité d'action offensive en appui des opérations militaires, dans le respect du droit international et apte à aller dans les centres opérations de nos ennemis, à neutraliser des systèmes d'armes. Ça, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là à l'état-major des armées, dans le poste où j'ai ensuite été confirmé en étant chargé de ce sujet. C'était en gros ma lettre de mission. Après, le reste était blanc. J'étais blanc, mais j'avais gardé à l'esprit les raisons pour lesquelles ça n'avait pas marché en 2000. Donc très vite, je me suis rapproché d'un certain nombre de camarades, où d'ailleurs les relations de gens qu'on connaît, qu'on se fait confiance, c'est plus facile. Et j'ai raconté dans le livre, permet d'avoir un tout petit noyau. Et moi, ma première préoccupation, c'était pas de faire un sujet technique, de fabriquer des armes techniques. C'était de savoir comment je les rattache à la conduite des opérations militaires, comment je mets les procédures en place et comment je m'intègre dans le processus. Donc très vite, on a créé une petite cellule dès 2009. Donc en gros, je suis arrivé en septembre 2008, le livre blanc, le temps de se mettre en place. J'ai commencé à travailler réellement en novembre, au rassemblement des groupes. Et en avril, j'avais proposé aux autorités militaires de créer une petite cellule d'expertise, pas très nombreuse, une dizaine, quinzaine de personnes, à peu près dans différents endroits, et pour commencer à expérimenter et être dans les processus du centre de préparation et de conduite des opérations, pour bien comprendre tout ça et bien comment nous, on va venir s'insérer dans ce dispositif. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, donc en jargon du monde numérique, on appellerait ça aujourd'hui un POC, une preuve de concept.
Voilà. Ouais. Et puis en 2011, j'ai été nommé du coup premier officier général à la cyberdéfense, et avec le commandement de ce début d'embryon offensif et défensif. Mais tu es offensif et en même temps, je travaillais au modèle qui devait être en place à l'horizon 2015-2017, donc je demandais quand même beaucoup de moyens. De mémoire, c'était 1100 postes créés à l'été 2011 et que je devais être honoré d'ici 2014. Après, ça a été bien augmenté, puis avec un certain nombre de centaines de millions d'euros d'investissement, parce qu'il faut des bâtiments, des bâtiments, il faut des infrastructures, il faut surtout recruter du personnel compétent qu'on n'avait pas. Voilà, et en parallèle, il fallait... Une forme de contractuel. De toute catégorie. Toute catégorie. Le ministère des Armées, dans ce sujet-là, recrute des civils, recrute des militaires, recrute des gens qui sont des purs experts techniques, mais recrute aussi des gens qui sont des experts fonctionnels. Quand vous voulez attaquer, j'en sais rien, une usine de fabrication de petits Suisses, eh ben, faut quelqu'un qui connaisse le monde agroalimentaire, il faut quelqu'un qui connaisse comment fonctionne l'usine pour trouver les chemins d'attaque. Vous n'allez pas attaquer les endroits les plus protégés. C'est un non-sens. Vous allez attaquer le maillon faible. Voilà, donc vous avez besoin de gens qui conçoivent l'opération, qui conçoivent le fonctionnel, et ensuite vous avez besoin de gens qui vous permettent d'avoir un vecteur, comment aller du point A vers l'usine. Rappelez-vous Stuxnet, comment on part des États-Unis pour amener le malware au cœur de l'Iran. Et là, c'est un peu pareil. Et puis derrière, il y a la balle, qui est le PAD programme, qui est le programme qui permet de neutraliser. Donc, dès 2011, ma principale priorité, c'était, on m'avait donné beaucoup de moyens, c'était connecté aux très hautes autorités du ministère, et dans les couloirs, on parlait un peu d'une cyber-bling-bling. Et puis surtout, c'était... Expliquez-nous ce terme de cyber-bling-bling. Beaucoup de gens n'étaient pas du tout convaincus. Pourquoi pour deux raisons. Un, parce que la maturité numérique d'un certain nombre de gens reste très perfectible, y compris aujourd'hui. Et puis deuxième chose, on était quand même à une période où les armées perdaient en gros 20% ou 30%, je ne sais plus le chiffre exact, de moyens et de par an, où on fermait des régiments, on désarmait des bateaux et on voyait arriver cette espèce de lubrius de Coustillère qui disait « Attendez, il m'en faut tant ». Voilà, donc il fallait qu'on fasse nos preuves. On avait fait des premières expérimentations dans des salles qui s'appelaient Hackers Vaillants. On avait essayé de reproduire les processus Stuxnet en démonstration en laboratoire. Bon, c'était pas suffisant, donc d'où l'intérêt d'avoir pu mener dès l'été 2012 une vraie opération qui était de sécuriser la sortie des derniers convois lorsque les forces françaises ont évacué l'Afghanistan et sortir d'une zone de combat qui était très dure, qui était la zone qui s'appelait la Capissa. Et pour évacuer la base avancée, il y avait une portion de route de 20 km dans laquelle il y a eu beaucoup d'attentats, qui était quand même un passage très redouté pour les derniers convois, parce que c'était ceux qui étaient les moins protégés. Donc là, effectivement, par moyen informatique, on a coordonné l'opération pour neutraliser les systèmes radio des talibans, 2 minutes avant ou 3 minutes avant l'entrée du convoi dans la zone, et faisant croire à une panne, et rétabli 3 minutes après qu'il soit sorti. Tout en sachant que les actes techniques étaient faits à distance, avec des relais sur place. Voilà. Donc un effet un peu semblable à du brouillage, mais le brouillage, vous comprenez tout de suite que c'est votre action. Voilà. Donc vous désorganisez beaucoup plus, et puis c'est reproductible, parce que votre adversaire ne comprend pas tout de suite pourquoi. Voilà. Donc ça a marché. C'est très intéressant. Il y a une scène de James Bond ou d'Ocean Eleven, mais ce que je comprends, c'est que au final, Amiral, quand vous avez introduit finalement la cyberdéfense au ministère, et j'ai eu l'impression en lisant votre livre que vous aviez un peu à la fois une casquette de lobbyiste, parce qu'il a fallu convaincre des gens, les bonnes personnes, dans les différents corps d'armée, ministères, etc., de la pertinence de la cyber. Donc il a fallu vous les convaincre. Et en même temps d'entrepreneurs, parce que vous avez utilisé un terme qui est très, très cher aux entrepreneurs, le proof of concept, c'est-à-dire la capacité à montrer qu'un produit fonctionne. Pour faire accepter ça,
au ministère. Et vous avez réussi, donc bon, faut applaudir là quand même, mais finalement, on se dit quand même que la France, qui a raté le virage d'Internet avec le Minitel, quelque part, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'on a d'autres enjeux, on a toujours les enjeux liés à la cyber, mais l'innovation ne s'arrête pas, est-ce qu'il y a des rigidités qu'il faut arriver à faire sauter, parfois ? Non, mais des rigidités, il y en a dans toutes les organisations. Transformer une organisation, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est quelque chose dans lequel il faut s'engager. Bon, là, je reviens sur ce que j'ai fait. Mais quelque chose qui est très intéressant dans ce que je raconte. Et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner. Moi, j'ai surtout voulu faire les éditions Talendier sont venues me proposer de raconter cette histoire. Et finalement, j'ai accepté de le faire pour rendre hommage à mes équipes. Et puis, rendre hommage aussi à cet alignement des planètes et l'intelligence que mes chefs ont eue de me laisser quasiment 6 ans en poste comme cyber et de quasiment 8 ans ou 9 ans quand vous prenez le moment où j'ai pris le dossier. Donc cette espèce de continuité m'a permis de former des adjoints, d'avoir une vraie équipe qui a travaillé avec moi et puis de voir la réalisation. Typiquement, après, j'ai créé la direction générale du numérique du ministère. Je l'ai amené jusqu'à un certain point. Après, on m'a demandé de travailler, de changer la conduite des programmes, mais je ne voulais pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne me donnait pas le temps de le faire. Ce n'est pas des choses que l'on peut faire en 6 mois ou en 2 ans. C'est des transformations de longue durée. Ce qui est intéressant, c'était cet alignement de planète, alignement des autorités, qui ont été... Pour ça qu'à la fin, je m'amuse sur une image qui est un entretien entre le général Castres et moi, où il me dit, toi, tu bâtis une cathédrale. Au début, ça m'a fait marrer. Je lui ai dit, pourquoi bâtir une cathédrale ? J'avais le nez dans le guidon. Pourquoi il me dit ça ? Ben non, une cathédrale, c'est une œuvre qui est faite pour durer, c'est une œuvre qui porte de la paix, mais surtout une œuvre qui arrive à mobiliser des énergies pour quelque chose qui vous dépasse. Donc nous avons eu, mes équipes et moi, la très grande chance de créer une nouvelle capacité pour les armées. La dernière fois, c'était au début du siècle dernier, pour la création de l'armée de l'air. Est-ce que ce sera demain une part d'armée ou que ça restera un commandement ? Moi, je pense que ça va mieux que ça reste un grand commandement plutôt qu'une armée, puisqu'il y a une particularité de l'espace numérique, si vous en avez un petit morceau sur un avion, sur un bateau, voilà. C'est quoi la différence entre une armée et un grand commandement ? Typiquement, une armée, c'est un ensemble homogène qui va comme l'armée de terre, qui est très lié à un milieu de combat. Vous avez les grands commandements, la direction du renseignement militaire, le commandement des forces spéciales. Et ça, c'est transversal. Et ça, c'est des choses qui sont transversales. Le cyber, il est à la fois vertical, parce que c'est le côté offensif et vertical dans son milieu, mais le défensif, vous en avez partout. De l'électronique, aujourd'hui, on sait bien qu'une voiture, ça ressemble plus à un smartphone à laquelle on met des roues qu'à autre chose. Donc, l'électronique, les avions de chasse, les drones, les satellites, le combattant, tout ça, c'est bourré d'électronique et ça peut être attaqué, touchable. Donc, on ne peut pas décorer, on ne peut pas faire sortir la cyber des armées. Donc, on va arriver à quelque chose. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision aujourd'hui. L'avenir peut amener une vision totalement autre. Et voilà aussi dans les anecdotes racontées dans le livre, c'est qu'après cet père en Capissa, donc on est en 2012, il a fallu aussi montrer qu'on était capable de travailler avec une autre grande composante. Donc un exercice de pénétration mené avec le COS, dans une pénétration, oui, comme dans les films, le commandement des opérations spéciales. Donc vous avez mené une opération en commun avec les forces spéciales. Donc une opération, un exercice grandeur réelle et joué exactement comme si c'était un vrai exercice, donc avec une équipe de commandos qui progressent sur 50 km avec tous leurs bardas, 45 à 50 kg sur le dos, avec un petit échelon de guerriers cyber qui ont dû être capables aussi d'avoir qui devaient avoir les brevets nécessaires pour déverser avec eux, arriver devant une zone très protégée, leurrage des caméras à distance, en prise de contrôle du réseau des bâtiments dans lesquels devaient rentrer, tout ça c'est leurré, ouverture d'un coffre électronique par manipulation informatique, prendre des photos, des documents, on referme tout ça, on sort. Voilà, ce genre d'opération qui montrait que la cyber avait atteint un certain niveau de maturité pour s'intégrer avec les autres. Voilà. Donc il y a la cyber dans le cyberespace, mais
au final, dans l'un des angles que j'identifie dans ce que vous racontez dans votre livre et ce que vous venez de nous expliquer, c'est qu'il y a aussi la cyber comme support des opérations sur le terrain, au final. Oui, que c'est une arme. Oui. Voilà. Mais c'est pas... ce que je veux dire par là, c'est que la cyberdéfense offensive ne s'envisage pas sans accompagnements opérationnels. Non, il faut revenir sur la mission des forces armées. C'est pour ça que ça s'appelle aussi les missions des forces armées. Quand le processus de commandement des forces armées, d'abord en France, le président de la République est le commandant des armées, et quand vous avez une situation de crise qui dégénère, qui menace les intérêts de la France, ou qui menace les intérêts de l'Europe, ou de l'OTAN, ou de la communauté, vous avez le président qui se retourne vers ses militaires, au premier rang desquels se trouve le chef d'état-major des armées, qui dispose d'un adjoint pour les opérations, et qui dispose d'un centre de préparation et de conduite des opérations. Et le président demande aux armées, quelles options militaires peut-on envisager pour traiter ou participer ou contribuer à la résolution de cette crise. Donc nous, on repart dans notre centrale opération. On fait mouliner, travailler nos services de renseignement. Bon, du moins, ils ont déjà, les capteurs ont été orientés, etc. Et on revient avec un certain nombre d'options qui disent, Monsieur le Président, quand du moins le chef d'état-major des armées, je simplifie. Si vous voulez avoir tel type d'effet, c'est tant de force. Ça sera, on estime, c'est tant de temps, tel coût. Si vous voulez telle autre option, c'est moins. Voilà. Donc on lui offre une panel de choix. Et aujourd'hui, dans cette panel de choix, il y a soit des actions que l'on peut faire par moyens cinétiques, c'est-à-dire moyens cinétiques, force classique, les bombes, soit par moyens non cinétiques, donc des opérations d'influence ou de lutte informatique opérationnelle, ou des opérations d'attaque informatique technique. Ouais, c'est une arme comme une autre. C'est une arme qui fait partie des palettes d'options, et c'est ce que le livre blanc 2008 a demandé au chef d'état-major des armées, et vous retrouvez beaucoup de choses dans le livre blanc 2013, avec notamment des concepts, des ébauches de concepts d'emploi, de réaction de la France face à des attaques informatiques qui menaceraient ses intérêts vitaux, qui commencent par dire, oui, c'est d'abord pour résister à ce genre d'attaque, c'est un niveau de résilience sous l'égide de l'agence de sécurité et système d'information. Si ça suffit pas, l'État se permet d'utiliser tout moyen à sa disposition, diplomatique, policier, sans exclure le recours aux forces coercitives des forces armées, sans faire le distinguo à ce moment-là si c'est une action dans le monde physique ou une action dans le monde informatique. Et voilà, puis le paragraphe suivant, la composante informatique peut servir à identifier l'origine d'une attaque, parce que la particularité du monde numérique, c'est que c'est gris. Donc, c'est un domaine qui est parfaitement adapté à tout ce qui est ingérence, tout ce qui est opération avant la déclaration de guerre. Vous regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a aujourd'hui de l'accompagnement d'attaques informatiques dans les opérations, mais toute la phase de préparation, de déstabilisation, elle avait commencé dès 2014. Et l'arme informatique est très, très utile dans cette phase de préparation du théâtre d'opération, où vous allez fragiliser le gouvernement en place, vous allez fragiliser l'organisation de la nation, vous allez attaquer les réseaux électriques, et vous allez attaquer avec un niveau d'attaque qui n'est pas suffisant pour être considéré comme un acte de guerre. Voilà. Typiquement pour l'ONU, une attaque informatique, à partir du moment qu'elle a les mêmes effets en termes de volume de morts, ainsi de suite, qu'une attaque physique, peut être considérée comme un acte d'agression. Donc la nation a le droit de se défendre et en exprimant son droit de la légitime défense. Voilà. En dessous, voilà. Quand vous êtes en dessous, d'abord il y a la problématique d'attribution qui est toujours assez compliquée. Donc l'attribution in fine est toujours une décision politique. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que vous voyez les effets d'une attaque informatique. Le temps politique de réponse est très rapide, et le temps informatique d'analyse de l'attaque pour être sûr que ce soit une attaque et pas une panne, et ainsi de suite, est un temps beaucoup plus long. Non, il est certain que le temps de la décision politique et celui de l'informatique n'est clairement pas le même. Et dans le fond, est-ce que vous pourriez nous expliquer ces grands exercices que vous nous décrivez, notamment ceux dans le cadre de l'OTAN, grands exercices
menés dans les pays baltes, auxquels la France participe tous les ans. Oui, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Des exercices de cyberdéfense, il doit y en avoir quasiment depuis les années 2005-2007 dans l'OTAN, organisés principalement par nos amis américains. Nous, on a commencé à avoir des capacités suffisantes pour y participer de façon très très active, plutôt à partir des années 2011-2012. Et en fait, vous avez deux types d'exercices. Vous avez les exercices qui sont organisés par l'ANSSI, qui s'appellent les exercices Piranet, qui sont faits pour préparer la France, préparer les ministères, préparer les grands industriels à faire face à des menaces. Donc le plan, c'est l'application du plan Piranet. Là, on est dans la résilience du tissu économique français. Donc là, le ministère des Armées y participe, mais il est la composante militaire de cet exercice, qui est principalement un exercice défensif. Voilà, donc là, c'est la défense du système d'information des armées. À côté de ça, il y a les exercices plus dans le cadre de l'OTAN, où là, on considère l'espace numérique comme un espace de combat. Et effectivement, voilà, il y a des exercices qui sont organisés, qui sont principalement, là aussi, des exercices défensifs. Il n'y a pas d'exercice offensif en commun. Par contre, dans ces exercices défensifs, vous avez des red teams qui jouent le rôle des attaquants. Donc là, il peut y avoir des red teams de différentes nations, mais il n'y a pas d'opération offensive commune. C'est-à-dire des équipes de hackers les Red Teams, ce sont des équipes de hackers qui jouent le rôle de manière fictive dans le cadre d'un exercice de cybercriminel. De cyberattaque, de cybercriminalité. Donc ça correspond finalement à ce qu'on peut voir plus classiquement des exercices de manœuvre militaire finalement, mais dans le cyberespace. Oui, totalement. Bon, par contre, au sein de l'OTAN, vous avez un centre particulier qui est basé à Tallinn, en Estonie. Pourquoi l'Estonie? Parce que c'est la première nation quasiment qui a été attaquée fortement par les Russes en 2007. Et vous pouvez rappeler un petit peu ce qui leur est arrivé? Bon, probablement, quand vous reprenez un peu l'histoire d'Estonie après la chute après les affaires de 91, c'est une nation qui très vite a tourné le dos, comme toutes les autres, à l'URSS, mais c'est une nation qui avait hébergé les facultés cybernétiques de l'époque soviétique. Donc, il y avait un niveau de formation et de culturation au numérique qui était très, très élevé. Donc, c'est une nation qui a développé immédiatement sa e-administration. Donc, c'est une nation qui est devenue très, très vite une nation numérique. Alors, à un moment, parce qu'il y avait une statue qui avait été déboulonnée, voilà, sur fond de rupture de relations et de durcissement des relations avec la Russie en 2007, il y a eu toute une vague énorme d'attaques qui a duré 3 jours, qui a neutralisé pour partie le fonctionnement de l'État estonien et notamment du système bancaire. Donc, à partir de ce moment-là, l'Estonie a fait de la cyberdéfense un peu sa spécialité au sein de l'OTAN. Je le raconte d'ailleurs pas mal dans le livre, et a mis en place à Tallinn un centre d'excellence de l'OTAN, un centre d'excellence estonien, certifié par l'OTAN pour développer la cyberdéfense. Donc ils ont beaucoup travaillé sur le droit, avec un produit qui s'appelle le Manuel de Tallinn, qui a fait référence à un nombre de temps, et de l'autre côté, la mise en place d'un terrain d'exercice qui permet tous les ans d'avoir un exercice de très grande ampleur, dans lequel vous avez de nombreux participants. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un exercice techniquement de très haut niveau, mais aussi vous jouez le côté politico-militaire avec tout le cadre juridique. Et c'est un exercice dans lequel vous avez des diplomates qui s'investissent, vous avez des autorités comme l'ANSSI, et bon, j'y suis allé plusieurs fois, encore accompagner le président de la République estonienne dans ce type d'exercice. Voilà, donc c'est pour moi un creuset assez extraordinaire, réussi par une petite nation qui avait un temps d'accroc et qui est un laboratoire extraordinaire pour toutes les grandes nations. Non, c'est très intéressant parce que on a conscience, on voit notamment les parades, les manœuvres militaires, et je pense que le public a un peu moins conscience de ce qui se passe dans le cyberespace, et au final, ce type d'exercice montre que c'est du sérieux quelque part. Et justement, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, vous avez expliqué Stuxnet, les conséquences dans des infrastructures critiques de cyberattaques, de verre, en l'occurrence. Mais concrètement, pour que le public comprenne, qu'est-ce qu'on peut faire, subir à une nation
en coordonnant des cyberattaques. Là, je ne parle pas de cybercriminels, mais bien de cyberattaques d'origine étatique. C'est quoi les scénarios catastrophes, j'imagine, auxquels on se prépare, notamment dans ce type d'exercice? Si on est pessimiste, on dira ça va être la fin du monde. Si on est un peu plus optimiste et qu'on comprend que la complexité d'une attaque et le fait qu'une attaque ne force pas forcément, ça demande beaucoup de moyens. Quand vous regardez Stuxnet, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est qu'à la portée de grandes nations. Voilà. Aujourd'hui, depuis que je suis sur ce sujet-là, j'ai vu une composante cybernétique à tous les conflits. Donc il n'y a pas une confrontation aujourd'hui qui n'aura pas une de ces composantes. Voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une arme qui va être particulièrement utilisée pour moi dans la phase de crise, dans la phase de montée en crise. Les nations vont se harceler, les nations vont... Voilà un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Mais et des attaques, qu'est-ce que ça vous permet de faire une attaque? Vous rentrez dans le système d'information d'une organisation. Typiquement, vous pouvez prendre EDF, SNCF, ministère des Armées, une université, des hôpitaux, ou ainsi de suite. Et vous venez à l'intérieur de cette organisation, soit pour voler de l'information, qui est là, c'est à fin d'espionnage économique. Il y a eu des tas d'exemples, c'est plutôt d'origine chinoise. Soit vous entrez à l'intérieur pour casser le système, saboter. Rappelez-vous l'épisode TV5, où le système de production de vidéos de TV5 a été neutralisé. Ou alors vous venez pour crypter les données, pour empêcher que les données soient utilisées, ou alors vous falsifiez les données. Quand vous cryptez les données, c'est ce que vous voyez beaucoup aujourd'hui en matière de cybercriminalité, mais quand vous remontez, ça peut être aussi une arme utilisée pour saboter. Donc ça offre une de cryptage des données ou de chiffrement des données. Ransomware. Oui. Oui, donc on pourrait expliquer... un ransomware, c'est que quelqu'un est rentré dans votre système d'information, avec des attaques plus ou moins sophistiquées, et chiffre l'ensemble de votre disque dur et l'ensemble de vos données. Donc vous n'y avez plus accès. Donc vous n'avez plus du tout accès. Soit il vous propose de payer une rançon, d'ailleurs il ne faut pas payer, mais je vous renvoie à aller voir les services de gendarmerie et les services compétents de la police. Oui, donc vous n'avez plus vos données. Donc votre système, et puis si vous n'avez pas réfléchi à la façon dont vous sauvegardez vos données, vous essayez de redémarrer vos systèmes, ça ne redémarre pas, vos sauvegardes sont cryptées, donc vous n'avez plus rien. Et c'est ce qui est arrivé à un nombre important d'hôpitaux en France, et surtout de communautés urbaines. La région PACA, typiquement, a été attaquée il y a 18 mois, je crois, et a été perturbée pendant plus de 3 mois. Mais très vite, vous avez des effets dans le monde réel. Typiquement, dans la région PACA, ils ne pouvaient plus délivrer de certificats d'inhumation. Donc, les cadavres se sont accumulés. Donc, il a fallu trouver des endroits où les stocker. Voilà. Donc, une attaque informatique, je veux dire, peut avoir des effets très, 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 très réels. Et effectivement, vous regardez... Juste changer le fond d'écran. Non. Ça, c'est une manifestation dans l'espace numérique. Voilà, vous n'êtes pas content, vous défacez un site, vous mettez un drapeau. Non, quand vous rentrez, vous pénétrez, vous faites des choses qui peuvent être beaucoup plus importantes. Et le secteur de la santé est un secteur qui est particulièrement pour moi menacé, puisque c'est la santé des gens, c'est la médecine, c'est quelque chose auquel les gens sont très attachés. Ouais. Et vous avez eu des attaques informatiques dans le secteur de la santé très 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 tôt dans les rapports entre Palestiniens et Israéliens, dès les années 2007 à peu près. Après, vous avez d'autres secteurs qui sont importants, c'est les secteurs du transport, c'est les secteurs de l'énergie. Tous ces secteurs-là sont en France ce qu'on appelle des organismes d'intérêt vitaux, donc encadrés avec des réglementations qui justement leur demandent d'exiger leur niveau de résilience et leur imposent un certain nombre de mesures, en matière de cybersécurité. En parlant de données de santé, vous avez évoqué une affaire tout à l'heure sur laquelle j'aimerais revenir, qui est celle du Health Data Hub de Microsoft. Pour replanter le décor, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a donné son accord pour que les données de santé des Français soient stockées
chez Microsoft, Voilà. l'offre cloud de Microsoft. Qu'est-ce que là, on n'est pas dans la cybercriminalité, on n'est pas non plus dans la cyberdéfense, mais ça a fait réagir un certain nombre d'acteurs. Oui, ça fait. Je pense que les acteurs ont totalement réagi. Et je pense qu'il faut arrêter cette période de naïveté. Il faut arrêter. On a eu le Covid, on a vu notre dépendance, la souveraineté est à toutes les pages de partout. On a même un ministère de la souveraineté et on voit qu'on a un ensemble de dépendances qui est extrêmement gênante. Les paysans aujourd'hui sont dans la rue, donc toute cette espèce de dérive de technocratique, de normes, de hauts fonctionnaires qui prennent des responsabilités sans regarder au dehors de ce qui se passe, c'est un tout petit peu gênant. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est qu'on sait qu'on est en guerre économique avec nos alliés et amis américains depuis des années. Des citations d'ailleurs du président Mitterrand sont intéressantes. Vous les trouvez dans le livre de Frédéric Pierucci sur l'affaire Alstom. On a plein d'affaires sur le nucléaire qui sortent aujourd'hui. Et le président Mitterrand disait, nous le savons, nos concitoyens ne le savent pas. Nous, les États-Unis nous mènent une guerre à mort, une guerre économique, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Donc c'est 2012-2014. L'État, d'un côté, a fait beaucoup de choses dans l'intelligence économique pour éviter que nos sociétés sortent. On sait très bien que les cadres juridiques américains leur permettent de peser sur l'Europe à travers différentes lois territoriales, à partir de deux éléments. En gros, et un premier élément, c'est tout ce qui est transactions en dollars. Deux éléments, c'est tout ce qui est le numérique. Ouais. Voilà, donc c'est ce contexte-là. Et quand vous prenez l'histoire de Data Hub, depuis le début de cette histoire, il a été mis que cet hébergement de données de santé des Français, qui font quand même le bien très précieux, quoi. Pour moi, c'est une rupture du contrat social entre le citoyen et quand on donne nos données à l'État français, c'est pas pour qu'elle les mette sous le cadre juridique d'un État tiers. C'est ça la problématique. C'est qu'aujourd'hui, par des mesures techniques, qu'on vous explique que la sécurité, blablabla, est annoncée. La sécurité, ok, mais pas la résistance au cadre juridique des amis américains. Et certainement pas la fait que les données puissent être pompées, retranscrites et puissent servir au bénéfice de l'industrie américaine. Là, je pense que les déclarations du député de Latombe, qui est très pointu, Philippe Latombe, sont très intéressantes à lire avec un bon niveau de synthèse, un bon niveau de recul. Voilà, le danger dans ce dossier-là, c'est qu'on voit qu'il y a un dossier, l'État prend une décision qui est vertueuse au départ. Dans les fils, la dérive technocratico fait en sorte que techniquement, on va aller chez Microsoft parce que c'est le meilleur moment. Puis on va se lier tellement avec Microsoft que du coup, la CNIL est obligée de prendre une décision qu'elle n'aime pas. Donc elle a pris, au lieu de dire c'est bon pour 10 ans, elle a dit c'est bon pour 3 ans. Et je regrette de prendre cette décision-là. Mais en face, tous les gens qui ont conduit le projet technique ont fait en sorte qu'on rentre chez Microsoft, qu'on ne puisse pas en sortir. Donc on a un grand écart entre, d'un côté, la vision politique, et ce sujet de données de santé est un sujet politique qui dit on faut davantage de souveraineté, la loi qui vient de sortir qui s'appelle SREN, un ministère de la souveraineté numérique, des déclarations d'un truc, et de l'autre côté, un projet qui traite des données extrêmement sensibles pour les citoyens français, que l'on met sur un cadre juridique. Donc, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul, et ce sujet est éminemment un sujet politique. Mais que les directions de projet, pour des raisons X ou Y, instruisent. Voilà, c'est ça qu'il faut quand même de voir que les données de santé, il y a quelques années, étaient quelque chose qui ne s'échangeait qu'entre médecins. Voilà. Et puis d'un côté, la donnée de santé est quelque chose qui a une valeur marchande la plus élevée. Et vous voyez bien les attaques que l'on voit en ce moment contre nos caisses de retraite, pas de retraite, mais nos mutuelles, où les données de 30 millions de Français ont été volées. Voilà, donc la donnée de santé est quelque chose qui mérite que l'État et nos députés, sénateurs, se fassent entendre. Ils ont essayé de faire entendre, mais l'administration fait autre chose. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que 2018, et c'est qu'aujourd'hui, on verra en 2027. Puis en gros, quand on est entre les lignes, ça ne sera pas 2027, ce sera 2030. Mais à partir du moment où on aura mis le doigt, on ne sortira pas. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui est un sujet d'actualité. Et on rappellera, parce que je comprends, en tout cas dans l'équipe, on comprend qu'il y a une question d'extraterritorialité du droit américain qui permettrait aux services de renseignement américains. Il faut rappeler que la NSA fait majoritairement du renseignement économique, mais qui permettrait finalement, en effet, d'accéder à ces données des Français
partir du moment où c'est stocké chez une boîte américaine. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. En fait, l'intérêt des données des Français, c'est qu'elles sont parfaitement structurées, puisqu'on a un système en France qui est assez vertical, ce que les États-Unis n'ont pas. Donc, l'entrepôt de données de santé des Français ont une très, très grosse valeur. Parce que c'est des données qui sont directement exploitables. Après, on va vous expliquer que par du chiffre, on arrive à garantir blablabla. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc, là, la problématique, c'est qu'on a un trésor, effectivement. Et ce trésor qui pourrait servir à l'industrie européenne et ainsi de suite, eh ben on l'a quasiment, on lui donne libre accès à sa concurrence. C'est ça qui est très gênant dans cette espèce de guerre économique, c'est qu'on ouvre nos livres, alors qu'on devrait les protéger davantage. Et c'est pour ça que c'est un problème qui n'est pas un problème technique de je ne sais plus quelle entité qui lance ce projet, auquel on doit avoir une dizaine d'ingénieurs, ou je ne sais plus le nombre, mais vraiment un problème de richesse nationale, de souveraineté. Voilà, c'est notre richesse nationale qui part. Et c'est les mêmes problématiques un peu comme l'Alstom sur EDF et sur la façon dont on brade le travail de nos paysans pour d'autres accords de libre-échange. C'est la même problématique, un peu le même sujet, tout ça. Sauf que l'espace numérique est plus compliqué à appréhender, qu'il y a moins de gens qui sont très au fait de ces affaires. Les agriculteurs, on les voit bloquer des routes. Là, la question du Health Data Hub, à part les experts en cybersécurité, j'ai vu très peu de réactions sur ce sujet. Alors que, comme vous le dites, c'est... Vous avez quand même un certain nombre de réactions. Puis là, de gens qui s'y connaissent. Mais le public en lui-même, j'attends une news aux 20h. Vous voyez ce que je veux dire? Non, faut regarder le 20h. C'est quand même remonté, effectivement. Si, c'est remonté aux 20h ou ainsi de suite. Mais effectivement, c'est compliqué de saisir tout ce qui est derrière. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de députés à l'Assemblée nationale ou de sénateurs qui vont se saisir de ce sujet. Mais d'un autre côté, vous avez certainement un lobbying effréné de Microsoft. Voilà, parce que vous savez très bien que Microsoft a des capacités de lobbying extrêmement fortes, qui sont très présents à l'Union européenne. Ils sont même très présents à Genève, dans différentes instances. Ils ont en gros le même type de représentativité qu'une nation. Ouais. Et non seulement ça, mais les GAFAM en règle générale, je parcourais récemment un document très bien construit de Google en libre accès, Regulating AI, donc un document très bien construit qui fait énormément de propositions techniques et assez pointues sur la manière de réguler l'IA. Et ça, évidemment, c'est du lobbying. Et il ne faut pas oublier que derrière le travail législatif, là je le dis pour le public, il y a des gens qui bossent, qui réfléchissent à des règles, mais que les moyens, notamment des parlementaires et même du gouvernement, sont limités, tandis que de l'autre côté, certaines grosses sociétés ont des moyens en termes de propositions de régulation au-delà de l'aspect business qui sont quasiment illimités. Oui, tout à fait. Bon, moi, c'est pas tellement mon domaine, mais la partie de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a suffisamment de gens qui s'expriment et qui sont des experts. Mais ce qui est important, c'est que moi, ce que j'ai regardé, la façon de reprendre pas le lead, mais de retrouver un certain équilibre par rapport à nos amis américains, c'est le juridique et c'est la réglementation. Et on voit bien dans le dialogue qu'il y a en ce moment entre nos amis américains et l'Union européenne, c'est comme ça que ça se joue. Voilà. Typiquement, vous avez eu les lois Sapin 2 qui ont permis de limiter l'action d'un certain nombre de lois sur la concurrence, non pas sur la concurrence, sur la corruption américaine, qui permettait aux entreprises américaines de se saisir d'un sujet de corruption, même si ça se passait à l'autre bout du monde. C'est l'affaire Alstom. Voilà, donc la réponse ne peut être qu'au niveau européen. Avec des discussions à niveau. Et puis derrière, au niveau européen, je demande à ce que les positions françaises soient aussi expliquées et partagées avec nos grands partenaires, en premier lieu les Allemands. Très intéressant de voir, quand vous prenez l'initiative Gaia X, qui est une initiative sur le cloud, sur l'hébergement type cloud, sur le mot souveraineté,
De façon caricaturale, la France était la souveraineté sur mes données. Les données restent sous ma juridiction nationale, sur mon cadre juridique. La souveraineté pour les Allemands, c'était je peux avoir la liberté de changer de prestataire de cloud, donc de passer de Google à Microsoft, de Microsoft à OVH ou quelqu'un d'autre. Donc on n'avait pas la même appréciation de la souveraineté. Oui. Voilà, donc c'est... Il y a beaucoup de débats sur la définition de souveraineté. Oui, mais derrière ces débats, ils sont économiques. Les Allemands ne sont pas plus idiots que les Français. Donc, ils privilégient une coopération économique. Typiquement, sur les impôts, pas les impôts, pas les taxes, mais les amendes qui sont infligées par la justice américaine. Principalement, vous trouvez majoritairement des sociétés européennes. Et la réaction des États est différente. La France a mis les sapins d'œufs. En Allemagne, les comportements, ils se disent, continuons à faire du business, c'est un impôt de plus. Donc voilà, vous avez des approches qui sont culturellement assez différentes entre les différentes nations, mais ça progresse quand même. On précisera que la loi Sapin 2, pour simplifier, permet de sanctionner en France des manœuvres de corruption pour éviter qu'elles ne soient pas sanctionnées 2 fois en France et aux États-Unis. Comme ça, à la limite, nous les Français, on sanctionne et nos entreprises ne peuvent pas être sanctionnées une deuxième fois. Ou moins sanctionnées. Ou moins sanctionnées a priori. Donc finalement, on peut potentiellement se protéger par le droit. Dans tout ce que vous avez entrepris pour la cyberdéfense, il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se manifeste dans le cyberespace, puisqu'aujourd'hui, les terroristes se recrutent sur le cyberespace. Oui, faut revenir un peu sur le contexte. Donc, 2008-2009, on réfléchit, on met une première structure avec un petit élément sur l'action offensive technique. Et puis on se structure. 2012, 2013, c'est l'opération Serval. Donc l'opération Serval, c'est l'intervention de la France en Afrique, décidée très rapidement par le président Hollande, et qui a permis d'arrêter une colonne de djihadistes, avant qu'elle déferle sur le sud et sur Bamako. Donc c'était vraiment une expérience en extrémis. Bon, cette manœuvre militaire tactique a été une réussite, puisque la colonne a été attrayée, mais derrière, ça a été le début de l'intervention, du déploiement des forces françaises, avec pas mal de choses où on a commencé à être engagé sur les réseaux sociaux. Très vite, donc les services de communication du ministère se sont tournés vers nous. Même si on n'était pas très nombreux, on connaît, pour qu'on les aide. Voilà. Donc du coup, dès 2013, on a créé une cellule expérimentale, un autre POC, et qui a permis d'apprendre d'apprendre comment se manifester cette propagande sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi correspondu à la montée d'une propagande d'Al-Qaïda, et à partir de contre les forces françaises. Oui, propagande engagées contre l'Occident en général, et propagande qui à partir de 2014 est devenue celle de Daesh. C'était une chose qui n'était pas très observée, et quand vous en 2013-2014, vous allez sur le net, vous tapiez musulman, vous avez quasiment que de la propagande du terrorisme islamique. Tout ça, cette propagande du terrorisme islamique qui vient d'Al-Qaïda, a été conceptualisée dès les années 2009 dans les montagnes d'Afghanistan, avec des documents dont certains étaient à l'époque encore accessibles et en vente sur Amazon et sur d'autres affaires comme ça. Voilà, donc c'est prise de conscience à ce moment-là. C'est de la guerre informationnelle. C'est la guerre informationnelle qui fait partie du combat dans l'espace numérique. Il faudra guerrier de la cyberguerre, c'est guerrier de l'espace, ou soldat de la cyberguerre, c'est soldat de l'espace numérique. Et c'est à partir de 2013 qu'on a mis une petite structure, et qui nous a permis de comprendre, de décrypter la façon dont cette propagande se faisait, et puis commencer à mener des opérations contre cette propagande, qui rentrait dans le cadre du droit des conflits armés, parce que, il y avait une coalition internationale qui avait démarré, dont l'axe lutte contre la propagande était un axe d'opération militaire. Pourquoi ça rentrait? Parce que les Daesh occupaient un théâtre, donc il y avait un théâtre militaire bien défini. Il y avait des katibat liés à la propagande, donc des entités contribuant directement au combat.
Et il y avait une doctrine derrière qu'on tournait. Voilà. Et puis cette propagande, elle avait 3 buts. C'était de faire partir des francophones au Cham, le pays de la terre promise là-bas, donc venir recruter des terroristes, récupérer des subsides, et puis allumer l'action de ce qu'on a appelé les loups solitaires, mais qui n'étaient pas si solitaires que ça, parce qu'ils étaient endoctrinés par cette propagande à distance, et puis un jour, pour une raison X ou Y, ils passaient à l'acte et allaient égorger Pierre, Paul ou Jacques dans une rue. Voilà, donc, et à partir de là, on a commencé à déployer des unités en nombre, puisqu'à un moment donné, je devais avoir une centaine de personnes. Mais l'idée, c'était pas de faire de la déradicalisation, ça n'a pas de sens, puis c'est pas la mission des forces armées. Donc nous, l'idée, c'était de déployer une sorte de bouclier pour intercepter et empêcher cette propagande d'arriver jusqu'à son public. Donc, contester leur présence sur les réseaux sociaux, y être présent, puis de les perturber et faire en sorte de détruire, neutraliser la source. Voilà. C'est intéressant. Donc, cette guerre de l'ombre, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, je trouve. J'en avais parlé pas mal en février 2015. Là aussi, c'est une composante des forces de cyberdéfense, je vous l'explique. Votre livre est très utile et salutaire là-dessus. Oui. Mais la question que je me pose, c'est que là, ça a été fait dans le cadre de la cyberdéfense, donc ministère des Armées. Est-ce qu'il y a des actions similaires dans d'autres ministères régaliens ? Ou est-ce que... non, mais moi, je raconte mon histoire. Je ne m'exprime que sur ce qui a été dans mes responsabilités. Voilà. Donc, je ne vais pas... voilà. Oui, probablement, en 2014, on était un peu précurseur. Et je pense que le ministère des Armées était celui qui faisait l'effort de création de forces cyber dans volume important. Je vous dis tout à l'heure, 1100 personnes, 1500. Les attentats de 2015, c'est une cassure, une fracture, vous verrez dans le bouquin. Ouais. Donc les attentats sont en janvier. J'obtiens un renfort immédiat de création de postes en avril. Et j'ai commencé à recruter, j'ai 60 personnes qui sont arrivées recrutées entre juillet et janvier. Donc, recruter 60 personnes pour faire de la lutte informationnelle. Donc, et c'est là où on a recruté des civils, beaucoup de jeunes femmes, quelques profils techniques. Les profils techniques, on les avait déjà en interne, mais plus des profils Sciences Po, géopolitique, capables de donner du sens, psychologues. Et j'avais une unité qui est très, très, très féminisée. On les appelait les Danettes. Pourquoi Danettes ? Parce que détachement d'action numérique, et comme elle était très féminisée, ça s'appelait les Danettes. Voilà. Et c'est des gens qui ont... Ce qui est nouveauté, cette féminisation dans un ministère comme ça Non, le ministère des Armées a une partie de femmes, toujours, qui était un peu, peut-être probablement la nouveauté, c'est que mes équipes, la cyberdéfense, on ne l'a pas créée qu'avec des militaires en uniforme. On l'a créée aussi avec beaucoup de civils. Que vous soyez civil ou militaire, quand vous êtes servi dans la cyberdéfense, vous êtes un combattant. Et vous êtes considéré comme un combattant à distance. Vous avez besoin d'être sous statut militaire quand vous avez besoin d'aller sur le théâtre d'opération, parce que là, Convention de Genève et ainsi de suite. Donc, vous pouvez être dans une unité du ComCyber, sous statut de civil, et remplir des postes opérationnels de même façon. Vous prenez nos services de renseignement comme la DGSI, tous les gens sont sous statut civil. Vous prenez le service de renseignement comme la DGSE, qui fait aussi de l'action extérieure, vous avez des gens sous statut militaire, des gens sous statut civil. L'autre particularité, vous pouvez être civil de la défense du ministère des Armées et être réserviste opérationnel. C'est exactement quand vous allez à l'extérieur, vous avez un statut de militaire. Voilà. Donc, l'intérêt le numérique, pour moi, c'est important d'être dans un écosystème et de brasser les cultures. On n'est pas dans un truc vertical. On doit être au centre de son écosystème. On a besoin de toutes les cultures, des techniques, des psychologues, des juristes. Et quand vous faites de l'influence, avoir des femmes et des hommes, c'est important, puisqu'en face de vous, vous avez des femmes et des hommes. Vous avez un volet social, psychologique, finesse d'appréciation, recul. Et on est plus fort dans une équipe mixte que dans une équipe uniquement masculin. Est-ce que c'est un peu, pardonnez-moi la comparaison, un peu comme dans les équipes marketing, où on doit essayer d'avoir des équipes les plus diverses possibles, justement pour adresser un public le plus diversifié
possible quelque part dans les opérations de guerre informationnelle. Ça me paraît oui, ça me paraît du bon sens, oui. Oui, on va travailler l'information. Donc, pour travailler l'information, on a besoin de comprendre le processus psychologique de la personne qui est là, quelles sont ses motivations, quelles sont ses leurs. Bon, mais nous, notre but, c'est pas forcément de rentrer dans des manipulations compliquées. C'est pas ça le but. La L2I, c'est des effets, ça va être des effets réels. Typiquement de la lutte informationnelle, informatique. Typiquement, quand vous êtes sur des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont des mécanismes, donc il faut bien comprendre ces mécanismes pour arriver à perturber les flux d'informations que votre ennemi vous envoie. Voilà, donc il y a un mix de technicité. À une époque, quand vous voulez faire disparaître des tweets, typiquement, il suffisait de répondre aux tweets avec deux tweets, et puis mécaniquement, le tweet disparaissait. Et si vous mettiez en plus des images dans la façon dont vous répondez sur certains d'autres réseaux sociaux, vous vous faites disparaître. Voilà. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont racontées dans le livre que je peux révéler, puisque bon, c'est pas forcément des choses extrêmement techniques, mais ça marche. Je vois. Ouais, c'est l'idée quelque part, c'est d'avoir une capacité d'action, pas uniquement de défense. Non, c'est bien pour ça que ces soldats de la cyberguerre, c'est bien ce qui sert aux opérations militaires. C'est un nouveau champ d'affrontement qui doit pouvoir permettre d'obtenir les mêmes effets que des effets avec des armes classiques, globalement. Et au fond, quel est votre message? Moi, j'ai ma petite idée, mais quel est votre message dans le fait d'avoir écrit ce livre? Est-ce que vous voulez inspirer vos successeurs, les futurs soldats de la cyberguerre? Non, mais je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux messages. Le premier message, comme je vous l'ai dit, c'était témoigner. Témoigner de cette période de création, témoigner et rendre hommage avec toutes mes équipes qui m'ont accompagné. Je suis un chef exigeant, oui, je suis un chef chiant, oui. Mais à cette époque-là, il fallait créer, et c'était une aventure commune. Et avec, en gros, la trentaine de mes gens, de ceux qui ont été, de mes adjoints, qui ont été les plus proches, 6 ans après, on a toujours un même réseau ensemble, on se voit. Voilà, donc il est resté quelque chose qui est au-delà. On a tous conscience qu'on a constitué à fabriquer quelque chose qui va durer. Voilà, pour tout l'esprit pionnier. Et voilà. Bâtisseur de cathédrale. Oui, donc c'est avant tout cette aventure humaine. Dans laquelle, je pense, chacun laissait un peu de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas rentré chez moi avant 22 heures pendant de longues années. Je sais que j'ai des gens qui ont sacrifié des week-ends complets. Voilà, je parle du cas de ma secrétaire. J'ai appris après qu'elle revenait bosser le dimanche, surtout sans nous le dire, pour qu'on l'empêche pas, parce que voilà. Donc il y a une sorte de passion. Et ça, je le comprends parce qu'on était en train de faire quelque chose de nouveau. Et puis en plus, si vous voulez, c'était aussi au moment des attentats. Donc il y avait, ça servait une cause commune, quoi. On ne pouvait pas rien faire. Donc voilà, c'est cet engagement qui était très 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 profond. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je fais confiance à mes successeurs pour continuer. C'est ce qui est dit par d'ailleurs Jean-Yves Le Drian. À eux maintenant d'assumer. Dans les armées, nul n'est propriétaire de son poste. Voilà, ils le feront avec une vision différente, un moment différent. Moi, j'ai créé une sorte entre parenthèses, pour rigoler, le terme de start-up, mais toutes les fondations n'étaient pas quand même totalement sèches. Par contre, il y a un message, c'est que une organisation de cyberdéfense doit être extrêmement agile. L'important, c'est pas d'avoir 50 PPT qui vous expliquent où est le chef, machin, tout ça, descend. C'est que vous devez être capable de vous adapter à votre adversaire. Et votre adversaire, il est aussi agile et aussi mouvant que l'est l'espace numérique. Tous les 6 mois, vous avez une petite surprise dans l'espace numérique. Le métaverse, l'IA générative, la 5G qui va arriver, le quantique qui va te rebattre les cartes. Donc, il faut être capable de s'adapter. Typiquement, vous prenez Daesh, le sanctuaire numérique de Daesh était en Californie. Bon, pour avoir des effets avec la Californie, il faut passer par des réseaux d'influence. Si vous n'allez pas
voilà. Quand vous êtes face à de la contre-propagande, vaut mieux avoir des alliés qui ont un peu la même histoire que vous, alors que la propagande, typiquement, qui va taper l'Italie, c'est une propagande qui va être en langue italienne et qui va rappeler leur histoire. Ou même quand vous avez travaillé avec les Britanniques, on n'a pas la même histoire, donc on n'a pas les mêmes ressorts. Voilà, donc c'est quelque chose dans lequel vous devez rester très très agile. Contre la part de Daesh, il y avait 3000 combattants francophones, venant aussi bien de France que du Maroc, que d'Algérie ou que de Tunisie. Donc ouais, vous reconstituez une espèce de zone avec des gens que vous connaissez bien, qui vous êtes confrontés à la même menace. La dernière chose, c'est un message pour un peu mes lecteurs et les jeunes qui cherchent un métier passionnant. Moi, je sors de 40 ans, je fais 40 ans que je fais ce métier militaire. Bon, vous avez dû voir que je suis toujours aussi passionné, oui. Que j'ai été un marin passionné. Vous voyez que dans la marine, on m'a donné des responsabilités. J'avais 27 ans à la mer, ouais. Avec un équipage de 50 personnes dans des tempêtes à différents endroits. Voilà, j'ai un commandant qui m'a permis j'avais 26 ans, de conduire, de conduire le porte-avions quasiment jusqu'à 200 mètres du quai. Quand vous êtes sur une passerelle de 30 mètres, 200 mètres du quai, vous le voyez, voilà, quand vous le voyez. C'est la plage, le bout de la plage avant est au-dessus du quai. Voilà, c'est des expériences extrêmement fortes. Et puis, dans la partie de la cyberdéfense, vous avez des métiers extraordinaires. Tous les gens qui sont férus d'informatique, faire un passage par le ministère des Armées pour avoir des métiers qu'on ne peut pas faire ailleurs. Je veux dire, quelqu'un qui a envie de conduire un char et de tirer avec un char, vaut mieux qu'il le fasse au sein du ministère des Armées que dans son champ, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez participer à cette très belle aventure qui est la création de la cyberdéfense et le ministère des Armées, c'est pas monolithique. Il y a le Comcyber, il y a nos services de renseignement, il y a chacune des armées. On peut faire de la cyberdéfense dans la marine, dans l'armée de l'air, dans les services de renseignement. Et puis, on voit bien que l'espace numérique, c'est une zone de recueil d'informations. On voit tout ce qui est l'OSINT, tout ce qui est la manipulation d'informations, la désinformation, les fake news. C'est des sujets qui intéressent l'État, parce que ça permet une ingérence étrangère dans nos processus. L'État a réagi. Vous avez un organisme qui s'appelle Viginum, qui surveille cette espèce d'ingérence, qui est positionné auprès du Premier ministre, un peu comme l'Agence nationale de sécurité de l'information. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement transverses. Ça concerne, bien sûr, l'interministériel, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Oui, tous les ministères régaliens sont compliqués. Donc, c'est une magnifique aventure, et je pense que c'est l'aventure du XXIe siècle pour tous ceux qui sont nés, donc tous ceux qui ont moins de 40, allez, il n'y a pas d'âge, mais allez, tous ceux qui ont moins de 50 ans. Bon, voilà. Amiral Arnaud Coustière, merci beaucoup. Voilà. C'était passionnant. Un appel est lancé. On vous remercie pour votre inspiration, pour tout votre travail. Il y a tellement d'autres choses à lire. Votre livre est vraiment riche. On se demande quand est-ce que vous avez trouvé le temps de faire tout ça et d'élever autant d'enfants. Oui, j'ai oublié, mais j'ai oublié de remercier Aude Leroy, avec qui j'ai rédigé ce livre. Et effectivement, derrière tout militaire, c'est un peu la conclusion de la fin, il y a une famille. Il y a une épouse qui vous suit, il y a une épouse qui vous permet de vous consacrer très fortement à mon métier, une épouse qui a subi mes absences en mer. Je crois que la fois, j'ai dû être absent le plus longtemps, entre 7 et 8 mois. Voilà, donc c'est quand même une vie, la vie militaire est quand même une vie un peu particulière. Vous verrez quand même au début de mon bouquin, j'étais pas là à la date présumée, j'étais pas là à la date prévue de mon mariage. J'étais parti quelques jours avant au Liban. Oui, c'est une très intéressante, c'est que vous avez dû avancer la date. Oui. A priori. Je devais me marier. Vous êtes marié à 11h. Oui. Et à 17h, vous étiez sur votre bateau. J'ai été marié à 11h. Je pense que je devais être sur mon bateau vers 16h et nous avons appareillé à 18h. Voilà. Oui, bon. mais là aussi, c'est un conditionnement de famille de militaires. Oui. Mais effectivement, le bateau partait en opération au Libye. On a tous été rappelés. C'était le plein mois d'août. Le bateau qui devait partir en 72 heures est parti en moins de 48 heures. Et effectivement, au lieu de me marier le 25 août, on a avancé le mariage le 17 août parce qu'on était, en plus, toute notre famille était déjà du côté de Toulon. Voilà, ça vous donne un peu bon, c'est un peu rare. Et heureusement que c'est rare. Moi, j'aurais été le commandant, j'aurais pas pris la décision.
J'aurais autorisé mon officier à rester à quai. Voilà, mais c'était une autre époque où j'avais un rôle clé sur le bateau. Et puis aujourd'hui, j'aurais pu rejoindre un avion. Mais ça vous donne une idée des suggestions de la vie militaire, et ça arrivait à beaucoup d'autres gens. Mais la mobilité, déménager tous les 2 ans. Dans mes 20 premières années de mariage, on a déménagé tous les 10 ans. Tous les ans. Tous les 2 ans, pardon, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Et en sachant qu'une fois, je suis resté 4 ans, une fois 3 ans, donc je vous dis, les autres déménagements, voilà, c'est... C'est une vie palpitante, particulière, au C'est service de la France. C'est une vie particulière, c'est une vie où vous changez énormément de métiers dans un contexte sécurisant. Vous voyez à peu près, j'ai été marin, j'ai tiré des torpilles, j'ai tiré des missiles... et puis après j'ai fait du numérique, j'ai fait de la transformation. Voilà, je pense que c'est le propre du ministère des Armées de pouvoir changer de métier, d'avoir des cursus extrêmement variés. Voilà. Et on rappelle que vous êtes aujourd'hui président du pôle d'excellence cyber, qui est un hub rassemblant les acteurs de la cybersécurité en France. Oui, non, c'est une sorte de cluster qui a été créé par le ministère des Armées et la région Bretagne. Ça a été créé entre 2012 et 2014, au moment où on crée la cyberdéfense, parce que l'idée, c'était d'avoir autour de nous, l'accompagner la création et la montée en puissance d'un écosystème industriel et d'innovation et de formation qui soit capable de soutenir une posture de cyberdéfense autonome, principalement au service de l'ANSSI, du ministère des Armées et des services de renseignement. Voilà, pour savoir, parce que c'était la partie, il fallait qu'on soit autonome, on n'allait pas acheter du matériel américain, du matériel israélien, c'est quand même une capacité régalienne. Donc c'est cette association qui a servi à créer cette espèce d'écosystème, contribuer. Et ce qui fait aujourd'hui, pourquoi à Rennes, vous avez quasiment plusieurs milliers d'emplois en Bretagne, entre 8 000 et 10 000, plus de 10% des start-up qui sont dans la zone. Et aujourd'hui, on est à peu près 120 membres. Pourquoi ça a été créé en Bretagne? Tout simplement parce que nous avons les centres d'expertise numérique du ministère des Armées qui s'appelle l'AD, qui est situé à Bru, c'est là où il y a la guerre électronique, c'est là où il y a les systèmes de direction de combat. Voilà, donc il y avait ce terreau. Les écoles de formation de l'armée de terre étaient pas loin, et ces écoles-là formaient le personnel des systèmes d'information des armées. Donc l'armée de terre avait un mandat transverse le ministère. Voilà, et puis dernier élément, c'est que Rennes est à proximité de Paris. Donc vous pouvez vivre en famille à Rennes et travailler à Paris. Et puis dans le fin d'évacuation, voilà. Donc c'est l'idée de création d'un écosystème qui permettait de concentrer nos ressources autour de la région parisienne d'un côté, parce que on est bien obligé, puisque beaucoup de centres de décision et de commandement et d'opérationnels y sont, et de l'autre côté une région qui avait un tissu économique qui était favorable, y compris parce que le monde des télécoms était en train de buter. Donc vous avez une culture très télécom, très numérique qui était déjà en place. Il y a une culture très liée à la cyber en Bretagne. Comme je disais rapidement, il y a un second bureau de l'ANSSI qui va ouvrir. Oui. En fait, il faut savoir qu'en 2014, il y a eu conjonction de la montée en puissance très forte du ministère des Armées dans la cyber, et conjonction du fait que la Bretagne ait choisi le cyber comme étant sa 3e priorité de développement derrière le maritime et l'agroalimentaire. Donc vous avez 2 politiques publiques qui se sont connectées. C'est pour ça que M. Jean-Yves Le Drian en parle dans sa préface. Et effectivement, M. Jean-Yves Le Drian a été un sponsor, un parrain pour la création de la cyber des armées extraordinaire, non pas parce qu'il était breton, parce que ça s'est venu après, la Rennes, mais parce qu'il a compris tout de suite que les besoins de cette nouvelle composante, le besoin d'y aller, et son cabinet a été très fortement à la manœuvre. Il y a eu un alignement des autorités du ministère des Armées entre le cabinet du ministre, le chef d'état-major des armées, et le patron de la DGA-AMI, l'amiral Guillot. La DGA. La DGA, c'est celui qui fabrique les systèmes d'armes pour les armées, avec les industriels. Et qui les achète Qui les fait fabriquer, qui les achète. Oui. Il fait fabriquer du porte-avions, il fait fabriquer de l'arme informatique, il fait fabriquer de l'avion, voilà. C'est le centre d'achat, entre guillemets Non, c'est le centre de maîtrise d'ouvrage. C'est là où on exerce la maîtrise d'ouvrage des programmes d'armement. Ça va au-delà de l'achat. Ça va au-delà de l'achat, bien sûr. Il y a des gens très techniques. Il y a à la fois des gens très techniques, puis il y a des ingénieurs de très très haut niveau. La DGA a été créée dans les années 68 pour créer la dissuasion nucléaire.
Voilà, ça vous donne le niveau d'exigence et le niveau de la compétence technique de ces centres. Voilà, et dans ces centres, au sein de la DGAMI, on devait avoir quelque chose comme une cinquantaine d'architectes, entre 50 et 70 architectes sécurité et système d'information en 2010-2011. On en a aujourd'hui 700 ingénieurs cyber, et la montée en puissance, c'est un doublement d'ici 2030. Non, mais ça donne une idée de la façon dont le ministère des Armées a investi. 1,7 milliard d'euros sur la période de loi de programme de 6 ans de la programmation militaire précédente, 4,2 milliards dans celle qui s'ouvre. Voilà, donc, et c'est 4,2 milliards de la projets. loi de la LPM, la loi de programmation militaire, c'est la loi qui décide du budget des armées sur différentes transversales, et la nouvelle loi de programmation militaire a plus que doublé, a presque triplé. Non, quand même pas doublé. 1,7 à 4,2, oui, d'accord. Presque. Oui, presque, voilà. Voilà, c'est l'ingénieur, c'est l'exactitude des chiffres. Non, mais ça montre la façon dont le ministère des Armées a pris ce tournant et a mis les moyens. Voilà, et quand dans ce 4,2 milliards, il n'y a pas le coût des architectures qui sont intégrées dans les avions et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment un tournant qui a été pris, parce que c'est un peu l'histoire que je raconte, c'est cette espèce d'alignement des planètes entre les très hautes autorités et l'équipe des architectes était en nombre compté, hein, donc c'était gros, vous regardez ceux qui ont le plus travaillé ensemble, Patrick Payou, qui a été directeur de l'ANSSI, qui était ensuite à la DGSE, qui est directeur du cabinet du ministre des Armées aujourd'hui, Guillaume Poupard, très bien connu, qui a été au sein du ministère des Armées et qui a remplacé Patrick Payou à l'ANSSI et qui vient de quitter, et puis moi pour la partie militaire. Voilà, donc un noyau de gens qui étaient compétents techniquement, qui s'entendaient très bien et qui avaient le sens du bien commun. Et on rendait compte directement à nos parents, à nos patrons. La strate intermédiaire du milieu n'avait pas son mot à dire, donc elle était pas très contente. Mais on aurait appliqué des processus classiques, on y serait encore. Vous avez dû bousculer quelques structures. Oui, je raconte quelques histoires. Oui. Bah oui. Comme quoi, on peut très bien travailler dans le régalien et avoir une mentalité disruptive et d'entrepreneur. Bah, oui, dans le régalien partout, en tout cas au ministère des Armées, oui. Vous prenez les forces spéciales, ils travaillent dans la disruption. C'est pas des gens qui ont un esprit classique. Bien sûr. La cyber, le numérique, c'est un tout petit peu, c'est un peu la même chose. Il faut de tout. Faut pas avoir que des gens qui coupent dans les virages. C'est pas bon selon les moments. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez un mot peut-être à adresser à la jeunesse, à ceux qui voudraient se diriger vers des carrières liées à la cyberdéfense ou à... Je pense que le numérique est une aventure extraordinaire. Il y a des choses très positives. Il ne faut pas avoir peur. On arrivera à surmonter un certain nombre de choses, même si c'est compliqué en ce moment. Et que c'est une matière opérationnelle. Il y a de la place pour tout le monde, Bac+2, Bac+3, Bac+5. Il y a de la place pour tous les cursus. Il n'y a pas besoin de faire une école d'ingénieur comme Polytechnique. Il y a dans les hackers et vaut mieux des gens qui ont beaucoup de capacités de formation par eux-mêmes. Après, il vaut mieux faire il faut mieux faire une reconnaissance de Bac+5 parce qu'on est mieux payé. Donc il y a des passerelles dans tous les coins. On peut y arriver par le gaming, on peut y arriver par des plus sérieux traitements des données. On peut y arriver aussi par des études de sciences sociales. Voilà, moi je travaille beaucoup avec des facultés comme Paris 8 qui arrivent à la cyber par la géopolitique. Et justement, c'est cette rencontre assez rapide entre des gens qui ont des sciences sociales et des gens qui viennent des sciences plus mathématiques, et ça fait une osmose. Et ça rend plus fort, quoi. On peut pas. Il y a besoin d'avoir une double culture. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certaines boîtes, aujourd'hui, dans certaines écoles, vous avez un double cursus, Sciences Po et école d'ingénieur. Voilà, donc avec des masters qui se répondent. Et effectivement, des gens qui auront cette double culture et qui ont une vision et qui ont du sens, je pense qu'ils vont s'éclater, quoi. C'est passionnant. Il y a des tas de choses à inventer. Et puis ça bouge énormément. Je dis, le métavers, c'est même pas encore sec, que vous êtes sur les challenges et les défis que pose l'intelligence artificielle générative.
qui sont des défis sur la formation qui sont extrêmement forts. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'information que l'on lise soit réelle. Donc pour les démocraties, pour ce qui fait quand même l'ensemble de valeurs des démocraties, c'est extrêmement important de rétablir un certain équilibre et de pouvoir être sûr. Voilà. Donc c'est des challenges qui dépassent très largement les techniques. Bien sûr, les challenges militaires, des challenges de sécurité, mais il y a surtout des enjeux sociétaux qui sont énormes. Et c'est ça qui est passionnant, je pense. Bon, en tout cas, on vous sent passionné. Évidemment, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour nous donner de la force et nous permettre de vous apporter toujours plus de contenu. Merci beaucoup, Amiral Arnaud Coussiat. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci, Jérémy.